Alors, bonjour tout le monde. On va continuer notre travail autour de développement Java. Cette séquence vidéo sera consacrée aux deux concepts qui sont indispensables lors de la mise en place de votre produit en génie logiciel, à savoir les fonctions et les procédures. Donc, durant cette présentation, on va parler de notions de base, puis des procédures des fonctions, quelques approches, à savoir l'approche itérative récursive. Et comme toujours, on va passer à la mise en pratique de ces différents concepts. Alors, donc si on prend un programme Java ou quoi que ce soit le langage de programmation que vous utilisez, on peut la décortiquer en sous-programmes. Et des coups, donc selon le schéma que vous voyez ici, donc vous allez développer des sous-programmes. Un sous-programme qui fait l'affichage, un autre sous-programme qui préoccupe des calculs, et par la suite, vous allez assembler tous ces sous-programmes pour arriver à votre produit final. Du coup, on peut dire que votre produit final se compose d'un ensemble de procédures et des fonctions. Donc, chaque procédure et chaque fonction, il dispose d'une seule responsabilité et c'est ça ce qu'on va découvrir durant cette présentation. On commence par le premier concept, le concept des procédures. Donc, une procédure, quant à lui, est un bloc d'instructions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un sous-programme qui permet de satisfaire un besoin, de remplir une tâche, sans qu'il y ait une valeur de retour par la suite. En langage Java, pour déclarer une procédure, comme le langage C, C++, on utilise le mot-clé void. À titre d'exemple, vous avez ici deux procédures. Donc, une procédure qui porte le nom affiché. Donc, cette ligne s'appelle la signature, ou bien le prototype de votre procédure. C'est une procédure puisqu'on utilise le mot-clé void. On ne va pas s'intéresser pour le moment au mot-clé public. On va le découvrir dès qu'on attaque la partie orientée objet. Et c'est une procédure sans paramètres. Cette procédure a une seule responsabilité, c'est afficher un message sur l'écran de l'utilisateur. Procédure Java. La deuxième procédure, quant à lui, a sa propre, si vous voulez, a son propre prototype, sa propre définition. Il porte le nom print. Lui-même, il est précédé par le mot-clé void, avec donc un argument de type chaîne de caractères. On peut avoir plusieurs. L'essentiel, c'est que pour chaque argument, il faut définir son type dans un premier temps et par la suite son nom. Et quand je vous ai dit, quand on a parlé des identificateurs, il faut choisir un nom significatif. Ce qu'on va faire par la suite par cet argument, c'est qu'on va l'afficher sur l'écran de l'utilisateur. On reçoit un message et on l'affiche sur l'écran si vous voulez. Le deuxième concept du sous-programme, c'est ce qu'on appelle les fonctions. Donc lui-même, c'est un sous-programme, c'est un bloc d'instructions qui permet de satisfaire lui-même une tâche et qui retourne une valeur à la fin à l'aide d'un keyword, d'un mot-clé qu'on va utiliser par la suite qui porte le nom return. Et pour déclarer donc une fonction en langage Java, il faut commencer par le type de retour. Si votre fonction retourne un entier, vous êtes censé commencer par int. S'il retourne une chaîne de caractères, on va commencer par string, ainsi de suite. Sur l'exemple suivant, vous avez deux fonctions. Donc la première fonction, c'est une fonction qui porte le nom fonction 1. Son type de retour, c'est un entier, sans aucun argument, et obligatoirement dans une fonction, on doit se terminer avec l'instruction return. Ici, on retourne la valeur 0 par défaut. Pour la deuxième fonction, c'est une fonction qui porte le nom sum. Son type de retour, c'est un réel, un float. Il dispose de deux paramètres, arg1, arg2, de type float. Bien sûr, pour les noms de paramètres, vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, il faut utiliser des noms qui sont significatifs. Et par la suite, cette fonction, il va retourner donc l'expression argument 1 plus argument 2. Donc après avoir parlé de concept de fonction et des procédures, on va soulever maintenant un autre concept très important, c'est ce qu'on appelle les approches itératives et puis récursives. Quand est-ce que vous aurez besoin de ces deux approches? Sûrement, lorsque vous voulez développer votre procédure et votre fonction, peut-être que votre fonction aura besoin d'un traitement répétitif. Et quand on parle d'un traitement répétitif, automatiquement on parle des boucles. Soit la boucle
for, si vous connaissez le nombre d'itérations dès le départ, soit la boucle while, soit la boucle de while. Alors, une fois que votre fonction, bien procédure, utilise une boucle, un traitement répétitif en général, pour résoudre le problème, vous avez deux pistes et deux situations. Soit vous allez utiliser l'approche itérative. Alors, itérative, ça vient de l'itération. Dans ce cas-là, vous allez utiliser l'une des boucles que je vous ai montrées lorsqu'on a parlé des structures répétitives, à savoir for, while ou bien de while. Il y a une autre approche qu'on va découvrir sous l'exemple suivant, c'est ce qu'on appelle l'approche récursive. Alors, c'est que la fonction, bien la procédure, pour refaire le traitement autant de fois, il ne va pas utiliser donc les boucles for while et do while, mais plutôt il va faire appel à lui-même. Bien sûr, avec des arguments et des termes différents. Par exemple, vous cherchez à calculer la fonction de n, peut-être ça vous ramène vers le calcul de la fonction n-1 ou bien n plus 1, c'est-à-dire là, la fonction fait appel à lui-même avec d'autres termes, avec d'autres arguments. On prend l'exemple suivant. Supposons qu'on aimerait bien calculer donc le factoriel d'un entier. Dès qu'on va développer une fonction factorielle, on va commencer par vous montrer l'algorithme pour bien comprendre la différence entre le concept des approches itératives et récursives, et puis on redonne la traduction en langage Java. Donc la fonction mathématiquement factorielle est définie par la façon suivante. Si n est égal à 0, donc on va retourner 1, le n factoriel c'est 1. Sinon, donc le n factoriel, vous allez calculer le produit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Et là, je vous demande de remarquer, quelle est l'opération qui se répète? Il apparaît bien que selon la formule, selon la définition mathématique de la fonction factorielle, que la multiplication se répète de 1 jusqu'à l'argument donné par l'utilisateur qui est le n. On va analyser maintenant cette fonction itérative. Lorsque vous voulez développer maintenant votre fonction, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place? Alors, dans un premier temps, il faut commencer par le nom de la fonction. On va appeler la fonction, par exemple, factorielle. Deuxième question qu'il faut poser, quels sont les arguments de cette fonction? Alors, je vous demande de remarquer que nous, on va fournir un n qui est de type entier. Des coups, il apparaît bien que l'argument, donc ça va être un entier. Troisième question qu'il faut poser, quelles sont les variables intermédiaires dont j'aurai besoin pour résoudre le problème? Il apparaît bien, quand je vous ai dit tout à l'heure, que vous aurez besoin de quelque chose pour parcourir cette série qui commence de 1 jusqu'à n. Vous aurez besoin d'un compteur. Du coup, j'aurai besoin d'une variable i pour compter le début jusqu'à la fin de la boucle. Et en même temps, j'aurai besoin à chaque fois de, si vous voulez, stocker donc le résultat des produits. Je stocke au départ 1, je stocke 1 fois 2 qui est 2, je stocke le 2 fois 3 qui est 6. Du coup, j'aurai besoin de deux variables intermédiaires, i que joue le rôle de contour et le f qui joue le rôle de résultat. Maintenant, en termes de formule, pour la formule, quand le i est égal à 1, il apparaît bien que le f est égal à 1. Quand le i est égal à 2, le f est égal à 2. Quand le i est égal à 3, le f est égal à 2, c'est-à-dire, en termes de la nouvelle valeur de i, l'ancienne valeur de f, il apparaît bien que la nouvelle valeur de f est égale à la nouvelle valeur de i fois l'ancienne valeur de f. L'ancienne valeur, c'était 2 de f. La nouvelle valeur de i, c'est le 3. 3 fois 2, ça donne 6. C'est-à-dire, on peut dire que la formule appliquée, c'est qu'à chaque fois, f change sa valeur. La nouvelle valeur de f est l'ancienne valeur multipliée par la nouvelle valeur de i. On passe maintenant à la traduction donc, de cette, si vous voulez, algorithme en approche itérative. Je vous demande de remarquer que notre fonction il porte le nom fact itératif. Il retourne un entier. Il dispose d'un seul argument, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, j'aurai besoin de deux variables, un résultat qui est le f et le i qui jouent le rôle de contour. On initialise le résultat avec 1. Pourquoi le 1 et pas 0? Puisque là, vous avez une multiplication et du coup, j'aurai obligé de commencer par 1. Si je mets 0, j'aurai toujours 0 comme résultat.
Il apparaît bien que le traitement qui se répète est la multiplication. Vu qu'on connaît déjà le nombre d'itérations, donc on va utiliser la boucle for. Alors for i allant de 1, i est inférieur ou égal à n puisque dans la formule n est comprise dans l'expression, et résultat est égal à résultat fois i. C'est la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Une fois que le travail est effectué, quand est-ce qu'on sort de cette boucle? On sort une fois que le i dépasse n. Et on sort avec une variable résultat qui contient tout le produit précédent et on demande au système de retourner le résultat. Alors cette approche, c'est une approche itérative puisque, comme vous voyez ici, il y a l'utilisation directe des boucles et ici c'est la boucle for qui est utilisée dans le cas où le nombre d'itérations est connu dès le départ. La même fonction maintenant, on va l'analyser donc dans l'approche récursive. Bah, toujours la définition de la fonction est la même, puisqu'on parle de la même fonction factorielle. Dès que c'est n est égal à 0, on retourne 1. Sinon, donc, le factoriel de n, c'est 1 multiplié par 2 par 3 jusqu'à n. Je vous ai montré pour l'approche itérative l'utilisation de la boucle. Maintenant, pour l'approche récursive, la même analyse qu'on a effectuée tout à l'heure, c'est que premièrement, j'aurai besoin du nom de la fonction, donc on va l'appeler factoriel récursive. Toujours, on a le même argument, puisque dans notre définition, on fournit, si vous voulez, donc l'argument qui est un entier. J'aurai plus besoin des variables intermédiaires, c'est pas comme le cas de tout à l'heure. Par contre, pour la formule, ça diffère. Alors, si n est égal à 0, le traitement s'arrête à ce niveau-là, et on va dire à l'utilisateur que le factoriel que vous cherchez égale à 1. Sinon, n factoriel est égal à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Il ne faut pas oublier que le terme qui précède le n, c'est n-1. Si on factorise, on va avoir 1 fois 2 fois 3 fois n-1 entre crochets fois n. Cette formule-là, cette expression que vous avez ici, il représente le factoriel de n-1 multiplié par n. Du coup, donc on peut conclure que pour calculer le n factoriel, il faut calculer le n-1 factoriel. Et pour calculer le n-1 factoriel, il faut calculer le n-2 factoriel. Ce processus, il va se produire jusqu'à un n est égal à 0. Et comme ça, donc, c'est ce qu'on appelle l'approche récursive. En projetant ça sur un programme Java, sur une fonction Java, il apparaît bien que pour l'approche récursive, vous avez donc le type de retour, vous avez le nom de la fonction, vous avez le paramètre ou bien l'argument qui est n. Bah, si n est égal à 0, on va s'arrêter à ce niveau-là. On va lui dire retourne 0. Si n est différent de 0, donc on va retourner le factoriel récursif de n-1 fois n. On va passer aux pratiques pour bien vous montrer donc si vous voulez ces différents concepts. Alors je vous demande de basculer rapidement vers Eclipse. Je vais créer un nouveau projet rapidement. C'est du Java Project. Puisqu'on est toujours sous les applications de base en langage Java. Je vais l'appeler Atelier. Je clique sur Finish. Alors j'aurai plus besoin des perspectives. Et au niveau donc de SRC, je vais créer une nouvelle classe. Alors, clic droit sur SRC, New, Classe. Alors, ma classe, je vais l'appeler Test Function Proc, qui veut dire procédure. Le système va m'exiger donc de mettre la classe pour des fins d'organisation dans un package qui est l'équivalent de dossier. Je vais déclarer, je vais lui dire de créer un package qui porte le nom pack1. Alors, on va développer les différentes fonctions. Je déclare public. Je commence par les procédures. Void. Je vais l'appeler print1 par exemple, avec aucun argument. J'affiche tout simplement avec l'abréviation CESU, test proc sans argument.
La deuxième procédure que je vais créer, je vais l'appeler donc toujours la présence du mot-clé void. Je vais l'appeler print2 avec un argument qui est de type chaîne de caractères. Je vais l'appeler message par exemple. Et là, je fais appel à la même fonction, sauf que ici, donc, je passe un paramètre. Pour tester ces deux procédures, donc je vais ajouter le main. Comme je vous ai dit toujours, le main, ça veut dire principal. C'est à ce niveau-là que l'exécution commence. Alors là, pour qu'on puisse exécuter ces différentes, si vous voulez, procédures que je viens de créer, qui fait partie de la classe suivante, alors comment je vais procéder? Je déclare une variable de type testFunctionProc. Je vais l'appeler test. Je vais l'instancier au niveau de la mémoire. Donc, je vais le charger au niveau de la mémoire. Et par la suite, je fais appel à test. Je vais demander la présence des deux méthodes que j'ai créées, print1 et puis print2. Je fais appel à print1. On va voir tout ça en détail lorsqu'on va attaquer l'approche orientée objet. Pour print2, il attend un paramètre. Ben ici, je vais le mettre test proc avec argument. Alors, une fois que la classe est enregistrée, comme je vous ai montré tout à l'heure, derrière votre code source qui est développé en .java, le système il va créer donc le .classe. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, bah, sous la vue navigateur, comme je vous ai dit la dernière fois, en cliquant sur Windows, Show View, vous avez une autre vue qui s'appelle navigateur. Bah, quand je clique sur navigateur, voilà donc la structure de mon projet. Vous avez le src qui contient le package pack1 avec le fichier source.java. Et quand je clique sur bin, je me retrouve encore avec un dossier équivalent à celui-là qui porte le nom pack1. Mais là, je me retrouve avec une classe. Puisque, comme je vous ai dit au départ, votre .java sera compilé en .classe et par la suite sera interprété par votre JVM pour générer un bytecode qui est indépendant du système d'exploitation que vous utilisez. Je reviens vers la vue Project Explorer. J'exécute la classe testFunctionProc. Et là, si tout ça se passe bien, je vous demande de remarquer que le premier message, ça vient de cet appel, testproc sans argument. Et le deuxième message, ça vient de cet appel-là. On a passé un argument, testproc avec argument, et le système a exécuté cette instruction. Alors pour les fonctions, donc on va développer la première fonction qui retourne un int, public int func1 sans paramètre. Dans cette fonction, je vais retourner, donc je vais demander de remarquer, une fois que je développe la fonction, automatiquement le système il va me signaler la chose suivante. Add return statement, donc il est indispensable. J'ajoute return 0, donc il va retourner donc une valeur. La deuxième fonction, quant à lui, que je vais créer, donc public, float par exemple, sum, je donne deux arguments, donc de type float si vous voulez, donc arg1, virgule, je sépare entre les arguments par virgule, puis arg2, et là, à ce niveau-là, donc je retourne arg1 plus arg2. Alors maintenant, pour exécuter les fonctions, je vous demande de remarquer la chose suivante. L'appel, ça diffère d'une fonction vers une procédure. Quand je fais appel à la procédure, je le fais directement. Par contre, je sais bien qu'une fonction, elle retourne une valeur. Du coup, soit je récupère cette valeur dans une variable, puis je l'affiche, ou bien je fais le traitement voulu, soit je l'affiche via donc un ciseau. Donc c'est pour ça que j'aurais dû faire la chose suivante. System.out.println func1 value égale, j'ajoute le symbole de concaténation, je fais appel à la variable que j'ai créée tout à l'heure, test, point, et puis je fais appel à function1. Et j'aurais dû faire la même chose pour la deuxième fonction. Donc function2 value
je fais appel à la deuxième fonction, sauf que pour la deuxième fonction, il faut passer deux paramètres. Ben, je passe le premier paramètre 5 par exemple, et puis 3. Vous allez voir, une fois que je survole, ben, le système va me dire qu'en quoi les valeurs que vous allez passer à notre fonction, puisque là, je vous demande de remarquer que pour le système, soit il me dit il faut créer une méthode function dans le prototype, dans la signature int, sachant que moi j'avais mis ici float, soit je vais faire un cast. Et le cast, c'est la conversion de type. Quand je clique sur add cast to test, donc automatiquement, il va rajouter ça. Mais de préférence, nous, ce qu'on va faire, bah, je vais rajouter un f ici pour dire que c'est float et un f ici pour dire que c'est float. Comme ça, donc, on va résoudre le problème. Mais le problème, donc, je vous demande de remarquer que je me suis trompé. Ma fonction ne s'appelle pas function2, mais plutôt c'est sum. Donc, j'aurais dû faire ici sum. Et comme ça, donc, le f, ça vient de float si vous voulez. Et là, donc, automatiquement, et je crois même si j'enlève le f, puisque là, il y a le cast automatique. Le système, il va caster automatiquement le 5 et le 3 vers 8. Et là, je vais demander de remarquer que la fonction 1 retourne 0. La fonction 2, quant à lui, il retourne la somme de 5 plus 3, qui donne la valeur numéro 8. On va passer maintenant au dernier concept, c'est le concept de l'approche itérative et puis récursive. Ben, je commence par l'approche itérative. Donc, on déclare notre fonction factorielle, donc fact itérative, avec un seul argument, un entier de type n de type int. On aura besoin de deux variables intermédiaires. Ben, je déclare le premier variable, je vais l'appeler result, qui est initialisé par la valeur 1. Bien sûr, il ne faut pas oublier le type. Tout est entier. Pour le contour, donc, je le déclare en parallèle dans la boucle for. Alors, for int i allant de 1, i est inférieur ou égal à n, puisque le n il est comprise, et plus. Alors, la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est que result reçoit result fois i. Ben, on va utiliser ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est result reçoit result fois i. Donc, on écrit sous la forme suivante. Et quand on sort, on affiche le résultat en utilisant, on retourne le résultat avec le mot-clé result. Et voilà donc l'approche. Alors, ici, donc j'ai oublié le type de retour. Et puis ma variable s'appelle result. Donc voilà l'approche itérative de la fonction factorielle. La présence, je vous demande de remarquer la présence de la boucle. La deuxième approche qu'on va mettre en place, c'est l'approche récursive où la fonction fait appel à lui-même. La même signature, donc public int fact récursive int n comme étant un argument. Ici, j'aurai plus besoin de variable intermédiaire. Je vais dire au système, si le n égale à 0, alors dans ce cas-là, retourne la valeur 1. Else, dans le cas contraire, allez chercher le factoriel. Je fais appel à la même fonction qui porte le nom fact récursive. Je change maintenant le terme. Tout à l'heure, c'était n, maintenant c'est n-1. Je vais le multiplier par n. Et voilà l'approche récursive, sachant que le résultat est le même. Une remarque très importante qu'il faut noter, c'est qu'il y a des langages de programmation qui ne supportent pas la récursivité. Par exemple, le langage Transact SQL, qui est fourni par SQL Server. Par contre, le PLSQL, qui est fourni par Oracle, il dispose de cette fonctionnalité ou bien de cette approche récursive.
Deuxième remarque, c'est que est-ce que les deux approches sont toujours possibles? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche itérative est toujours possible avec l'utilisation de la boucle for, while ou bien do while, tandis que l'approche récursive, c'est pas toujours évident. Il apparaît bien dans la formule que je vous ai montré tout à l'heure qu'on est arrivé à sortir une relation entre les termes. Il y a des situations où c'est pas évident de, si vous voulez, mettre en valeur cette relation entre les termes. C'est-à-dire, dans l'approche récursive, il faut identifier deux choses. Le point d'arrêt, pour notre cas, le point d'arrêt, c'est quand n est égal à 0, et la relation entre les termes. Et si, pour calculer le factoriel de n, ça revient à multiplier le n par le factoriel de n-1. Et pour calculer le factoriel de n-1, ça revient à multiplier n-1 par le factoriel de n-2, ainsi de suite. Donc on va faire le test par la suite. Alors je fais appel à CESU. Alors fact itérative de 5 par exemple. Et là, donc la concaténation test.fact itérative et je lui donne la valeur 5. Et j'aurais dû faire la même chose pour le factoriel récursif. Et ici, donc contrôle espace pour que le système me donne des suggestions. Il faut qu'on arrive, qu'on sort avec le même résultat. Et c'est le cas ici. Soit vous utilisez l'approche itérative ou bien l'approche récursive. Donc vous aurez le même résultat. Une autre différence, peut-être qu'on va le développer par la suite, c'est la complexité de l'algorithme. Quel est l'algorithme qui veut dans une performance ou bien une réponse, ce qui a une différence en termes de temps de réponse vis-à-vis donc ces deux algorithmes. Alors, après avoir parlé de ça, donc on peut dire que en fin de compte, un programme global, c'est un ensemble de sous-programmes. Ces différents sous-programmes sont confiés à des procédures et des fonctions. Et là, on parle de la programmation à la base des composants. C'est pour ça, donc, on peut dire que votre programme, c'est un puzzle. Et votre puzzle, il se compose de plusieurs pièces. Ces différentes pièces sont confiées à des procédures, à des fonctions, avec des responsabilités bien précises pour développer le produit final. La séquence prochaine, donc on va parler des concepts de l'orienté objet et des cours, on va découvrir les concepts qui sont autour de ce type de programmation, à savoir le polymorphisme, l'abstraction, l'héritage. On va aller plus loin avec nos classes, avec nos objets, l'encapsulation, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de notre vidéo. Au revoir et à la prochaine.